Bonjour à tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors ce mois-ci, on quitte notre désert et on va un peu plus dans le nord d'Israël et là nous sommes sur le mont Carmel. Alors le mont Carmel, évidemment c'est un nom biblique qui a une grande résonance pour nous, mais déjà en préambule il faut préciser que le Carmel n'est pas une montagne mais une chaîne de montagnes. Elle fait depuis Haïfa jusqu'à un peu plus loin qu'ici 39 km de longueur sur 8,5 km de largeur et sur 525 mètres à son altitude maximale. Donc on va se focaliser aujourd'hui sur certains aspects qui sont les plus représentatifs de l'histoire de cette région. Alors, le Carmel en hébreu, ça veut dire la vigne de Dieu. Et dans la Bible, c'est synonyme de la bénédiction. Cette montagne est synonyme de la bénédiction parce qu'il y a un climat qui permet à la végétation de se développer de manière extrêmement intéressante et extrêmement importante. Et notamment, on a un texte dans le Cantique des Cantiques où Salomon nous dit que la Shulamite, il dit à la Shulamite, ta tête est élevée comme le Carmel et ta chevelure est comme la pourpre. Donc on voit qu'il y a cette association du Carmel avec la bénédiction. En revanche, on a dans un des livres prophétiques la mention justement que lorsque le Carmel est dévasté, c'est le signe de la malédiction de Dieu et justement le fait que le Carmel, la végétation ressuscitera, sera le signe que Dieu bénira à nouveau son peuple. Et ce qui est évidemment le cas aujourd'hui parce que vous voyez cette végétation extrêmement dense, ces grandes forêts. Donc la reforestation a commencé en 1930 et aujourd'hui, malgré les incendies dont on va parler tout à l'heure, notamment celui de 2010, c'est un lieu qui est vraiment extrêmement magnifique, extrêmement intéressant à visiter et avec un couvert végétal extrêmement divers. Alors là, on a une vue qui est absolument incroyable. Alors ici, où est-ce qu'on est, c'est la ville d'Ariat al-Carmel, une ville druze. On est au monastère carmélite et qui est proposé comme étant le lieu traditionnel de la confrontation d'Élie avec les 400 prophètes de Baal. Parce qu'on ne peut pas évidemment parler du Carmel sans évidemment aborder cet aspect essentiel qui est un des symboles les plus forts peut-être du mont Carmel. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là? Tout simplement parce qu'il y a deux lieux qui sont donnés comme étant traditionnellement les lieux de cette confrontation. Alors c'est évidemment, il n'y a aucun vestige historique. Il y a ici un hôtel qui est proposé, mais la roche n'est pas, le calcaire n'est pas local, donc c'était rapporté. Donc c'est pas celui de l'époque d'Élie. En tout cas, ici il y a un faisceau encore une fois de réalités qui nous permettent de dire probablement c'était ici. Alors pourquoi? D'abord parce que on a ici la proximité du Nahal Kishon et qui passe comme ça dans la vallée ici, qui vient là-bas et qui arrive tout près ici de l'autoroute. Alors vous voyez que c'est très construit aujourd'hui, il y a beaucoup d'urbanisme, mais et on sait que justement à l'issue de cette confrontation, Élie amène les prophètes en bas et les égorge justement sur ce fameux Nahal. Donc il faut que ce soit pas trop loin d'ici. Plus on va remonter vers Haïfa, vers le nord, et plus automatiquement on va s'éloigner du Nahal Kishon. Et il y a aussi besoin d'eau lors de la confrontation elle-même pour remplir les fossés. Donc vous voyez cette présence de l'eau, elle est extrêmement importante. Et ici, on l'a parce que en fait, vous voyez en bas là-bas, je sais pas, ça fait 2 km, même pas 1,5 km, on a la présence de ce Nahal. La deuxième réalité, c'est ici. C'est que du même endroit, on puisse voir la mer
Parce que la mer, c'est important parce qu'il faut qu'à un moment, il est dit que Élie va regarder vers la mer pour voir, enfin, en tout cas envoyer son serviteur voir vers la mer pour voir si les nuages arrivent. Vous savez, il va prophétiser la fin de la sécheresse extrêmement rude qui s'est abattue sur le pays, et il va voir les nuages qui montent de la mer. Et donc d'ici, alors là c'est très brumeux, on ne peut pas la voir aujourd'hui, ou alors on la distingue vraiment, mais en tout cas on peut voir la mer ici. Donc il faut avoir ces deux éléments, voilà. Et ici on les a. Donc on peut imaginer, on peut penser que la confrontation s'est passée, sinon exactement ici, mais en tout cas sur voilà, très proche d'ici en tout cas. Alors, on va maintenant descendre un petit peu la montagne pour essayer d'avoir une vue un peu plus globale, on va dire, du site lui-même, parce que là, on ne peut pas voir grand-chose. Et puis ensuite, on va descendre dans la vallée d'Israël, tout en bas, au fameux torrent de Kishon, pour voir où est-ce que Élie a décapité, enfin, a égorgé les prophètes de Baal. Allez, on est parti. Alors, comment dire ? Le Carmel, c'est une montagne, c'est une chaîne de montagnes extrêmement boisée. Alors c'est une végétation très méditerranéenne. Ici on a du chêne vert, on a du chêne du Tavor, on a des pins d'Alep, on a du chêne liège, enfin voilà, c'est très méditerranéen. Et on peut voir aussi au sol toute la roche, la terre, enfin ça ressemble, tout ça, voilà, ça fait penser vraiment à la Provence. La Provence ? Oui, peut-être la Provence. Je suis pas familier de ces lieux en France, mais enfin je crois que certains pourront s'y retrouver en tout cas. Alors c'est une végétation relativement basse, évidemment comme c'est méditerranéen. Ah, c'est magnifique ici, hein. Alors là, on a toujours une très belle vue sur la plaine d'Israël. Donc là-bas, on a le massif, en face, on a le massif, le grand massif du Gilboa. Et puis, on a le Tavor, on a plein de montagnes qui ont des noms à résonance très biblique et qui nous parlent beaucoup. Alors on va pas en parler maintenant parce que ce serait beaucoup, mais en tout cas voilà, on est en face de ces montagnes mythiques, si je peux dire, au niveau de la Bible. Et puis cette fameuse plaine d'Israël, dont on sera certainement aussi un jour amené à reparler. Voilà, on arrive auprès du torrent ou du Nahal Kishon, c'est plutôt une rivière comme vous le voyez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici donc le Kishon, et puis là-bas, derrière, en arrière-plan, on a le mont Carmel. Et alors, c'est ici, très vraisemblablement, que les prophètes de Baal ont été exécutés par Élie. Ça pour des raisons assez pratiques, comme on l'a vu, parce que c'est là où la rivière passe le plus près de la montagne. Et donc voilà, donc là on y est pour de bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, donc, on est dans la plaine d'Israël, et puis ce que la Bible appelle Har Megiddo. Megiddo est juste un petit peu plus loin là-bas. Har Megiddo, ça veut dire la montagne de Megiddo. Et en grec, ça donne Har Magédon. Évidemment, c'est un mot qui a une résonance que vous connaissez. On ne va pas en parler parce que ça nous amènerait trop loin, mais en tout cas, on est ici déjà dans cette plaine.
Alors là, on est un peu plus vers le nord par rapport à tout à l'heure. Et je voulais venir ici parce que c'est très intéressant. Là, on voit quelque chose d'assez caractéristique. On voit des pins là-haut, certainement des pins d'Alep. Et puis en bas, on voit donc des pins qui ont un certain âge déjà. Il y a eu un gros effort de plantation par les pionniers, de replantation, de reboisement du Carmel en 1901. Et en bas, en dessous, on voit des arbres, des sujets beaucoup plus petits. Et en fait, c'est dû à, c'est consécutif à l'incendie de 2010. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un terrible incendie ici. Et qui a eu des conséquences extrêmes, parce qu'il y a eu 44 morts, il y a eu 5000 hectares de brûlés, 270 millions de shekels de parties en fumée, 2 villages qui ont été quasiment aussi réduits ensemble, Bet Oren et Enod. Et donc depuis, ça a été replanté et on voit justement toutes ces arbres là qui repoussent ici. Alors moi j'étais là justement, j'étais venu faire un reportage, j'étais exactement ici et là on voyait donc la fumée partout et les avions canadaires. Il y avait donc 370 pompiers qui sont venus de 15 pays différents pour aider les Israéliens avec 10 Canadaires. Et une multitude de petits avions agricoles qui attaquaient les foyers secondaires et on voyait les avions qui remontaient donc la petite Suisse là où on va aller dans un instant et qui larguaient leur eau sur les foyers qui étaient juste en bas. C'était vraiment très très impressionnant. Alors il y a eu 80 années de travail acharné des sionistes sur le Carmel qui sont partis en fumée en 80 heures. Il a fallu 80 heures pour arriver à bout de ce sinistre terrible. Et puis depuis, il y a eu un immense travail du KKL qui a d'abord replanté, reboisé et qui a aussi fait des coupe-feu, qui a fait pas mal d'aménagements pour pouvoir au cas où lutter beaucoup plus efficacement contre les incendies. On va continuer, on va essayer de voir un petit peu comment toute cette région est repartie, a reverdi depuis maintenant les 12-13 années dernières. Alors voilà, maintenant on est côté océan. Tout à l'heure on était du côté qui ouvrait sur la plaine d'Israël. Maintenant on est sur la face qui ouvre sur l'océan. Bon, on n'y est pas encore parce que les vallées vont serpenter jusqu'à là-bas. Mais grosso modo, voilà, on est de l'autre côté. Et donc là on voit bien encore une fois toute la végétation qui repousse, qui reprend ses droits petit à petit. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que moi j'ai vu tout ça complètement brûlant dans la fumée, etc. J'ai vu ça, après aussi tout était carbonisé partout. Et puis il y a eu un énorme travail et aujourd'hui c'est quand même assez magnifique de voir que la verdure a repris ses droits, même s'il faudra encore certainement pas mal de décennies avant que les forêts du Carmel redeviennent ce qu'elles ont été, des forêts splendides. Alors là, on est au kibbutz, enfin c'est même pas un kibbutz, c'est un village communautaire aujourd'hui qui s'appelle Bet Oren. Et en fait, c'est un des deux villages qui a été, mais complètement, enfin pas complètement, mais très dévasté par l'incendie de 2010. Et une grosse partie des gens ici avaient dû fuir. Et il y a eu beaucoup de bâtiments, de maisons, etc. qui ont été complètement détruites par le feu. Mais aujourd'hui, comme on peut le voir, regardez-moi ça, c'est d'abord tout n'avait pas brûlé, mais pour ce qui avait brûlé, tout est reparti et
on relance et puis voilà, le passé est le passé et on repart sur quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment un village très très calme, très très joli, vraiment perdu dans les sur le Carmel, c'est très reposant, c'est très chouette. Et là on est juste en face de la mer en fait. On la voit pas parce qu'il y a pas mal de bâtiments, tout ça, mais on est juste en face de la mer. Alors, cette fois-ci, on est vraiment du côté ouest de l'escarpement de la montagne du Carmel. On est juste à côté de la mer cette fois-ci. Et on est au pied de la falaise. En bas de la falaise, en bas du Carmel. Et là, on arrive sur un site qui est extrêmement important au niveau de la préhistoire. Parce que le Carmel de manière générale, mais surtout cette région ici, est creusée d'une multitude de grottes qui ont accueilli toutes ces populations depuis la préhistoire, et notamment on a des restes extrêmement importants de l'époque natoufienne, c'est-à-dire le passage de l'époque de la chasse à celui de l'agriculture, en tout cas d'une économie de la chasse, parce qu'on a toujours chassé évidemment. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout spécialiste en ce qui concerne la préhistoire, mais c'est un site qui est un peu incontournable parce que c'est mondialement connu et les découvertes qui ont été faites là ont une importance mondiale justement de ce fait-là. Alors, en dehors de cette époque-là, les grottes du Carmel et en même temps le relief extrêmement escarpé et la végétation touffue ont permis à des gens qui étaient pourchassés ou des gens qui étaient des gangsters, des bandits, etc., de trouver refuge et de disparaître pendant quelques temps dans ce coin. Et finalement, le personnage d'Élie, à son niveau aussi, était quelqu'un qui était pourchassé, et on sait qu'il est venu pendant tout un temps se cacher dans ces grottes ici, alors pas forcément ici, mais en tout cas dans cette région du Carmel où nous sommes actuellement. Alors je vous ai pas dit, mais aujourd'hui je suis avec Yannick, qui est volontaire, récidiviste en plus. Récidiviste. Et donc voilà, c'est lui qui tient la caméra assez souvent aujourd'hui. Ouais, et puis la pomme. Qui ont trouvé refuge. Ils ont mis leur slip, hein, c'est que... Alors je vous présente Adam et Ève qui sont derrière moi et qui ont trouvé refuge dans cette grotte. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'entrée de la grande grotte, c'est la plus grande des trois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Le soir tombe, on va devoir retourner chez nous. J'espère que cette visite du Mont Carmel, si succincte qu'elle soit, vous aura donné envie peut-être aussi de venir ici, de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir qu'on n'a vraiment pas vu. On n'a fait que visiter de manière très superficielle. Avant de terminer aussi, je voudrais remercier aussi tous les donateurs qui nous soutiennent par le biais de Tipeee. Et je dois rappeler encore une fois que cette toute petite chaîne ne peut exister que par ces dons-là, parce qu'il y a aussi du matériel, il y a beaucoup de choses à financer, et donc je remercie vraiment tous ceux qui donnent de manière régulière, puis je remercie aussi tous ceux qui regardent ces vidéos, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.